For enjoying the sessions thus far. This session is J'espère que les personnes aiment bien les sessions jusqu'à maintenant. Ces sessions est la promotion de l'équité à travers les changements de vie pour confirmer que vous êtes dans la bonne salle. Et c'est notre salle. Et c'est une session intéressante. Nous allons explorer les différents aspects d'employer la chaîne d'approvisionnement. Il y a des panélistes ici. Nous avons à ma gauche Nicole Dankakaf de USAID. Nicole fait l'évaluation, un conseiller qui se spécialise dans visualisation. Elle a travaillé 9 ans avec des outils de visualisation de données et l'analyse, l'innovation et l'implémentation des pratiques aux centres humains. Elle est passionnée sur la conception de la chaîne d'approvisionnement et la prise de décision informée. Elle a le paludisme, la planification familiale et aussi les données sur la santé et des degrés sur les changements sociaux, la communication et a servi au corps de paix. À sa gauche, Emily Bellerich, Melly Gibson est sur l'équipe de santé avec 10 ans d'expérience dans le secteur de santé. Emily, son travail fonctionne sur la equity et l'accès à l'immunisation par les communautés, pour faire les leviers pour la population zéro. Avant de travailler à Village Reich, elle a travaillé comme infirmière dans des soins primaires. Et finalement, Lisa Ott, elle est fonctionnaire technique avec ISA, avec 15 ans d'expérience dans la santé publique concentrée sur l'immunisation. Elle a beaucoup d'expérience dans l'approche de la communauté des interventions de haut impact. Son expertise s'est centrée sur les solutions de problèmes pour les enfants avec manque d'immunité et pour améliorer les services et aussi l'intervention sur des comportements pour augmenter la confiance et l'acceptation. Je suis passé très vite sur ce qu'est l'interconnexion entre les 3 présentatrices différentes ici en ce moment. Alors, Nicole ici va présenter un cadre intégral de la façon de considérer les piliers d'achèvement avec l'équité de genre et la chaîne d'approvisionnement social. Emily, après, va passer plutôt un guide pratique. Quelle est l'expérience pour le développement des guides pour identifier et faire face et adresser la couverture d'immunisation? Malheureusement, nous avons une personne qui n'est pas venue par problème de visa. Il y avait une autre personne qui allait venir présenter un cadre sur l'accès pour pouvoir chercher les enfants, etc. Et finalement, nous finissons un cas pratique de Lisa, de comment on peut améliorer l'équité et l'immunisation et son accès en cas au Ghana. Après cela, Nicole a la parole. Merci. Avant de commencer, je dois dire que l'inclusion et les défis et l'équité, ça fait partie de l'inéquité globale. Et notre travail, c'est partie de ce puzzle, mais ce ne sont pas des solutions pour le racisme et le toléisme dont nous faisons face.
La chaîne d'approvisionnement dans les pays ont été organisées pour avec, faire les reflets de l'administration, mais cela veut dire qu'elle ne peut pas arriver à tous les patients. Et l'équité des genres et l'inclusion sociale et pour cette chaîne d'approvisionnement, ça veut dire pas seulement les enfants et la dose d'enfants, mais aussi des personnels, les communautés, la société civile. Et dans ces groupes, il y a des différentes personnes qui ont des besoins différents. Par exemple, les personnes d'âge différents, capacités, les migrants ou des personnes déplacées. Et nous devons reconnaître et embrasser leurs différences pour adapter la chaîne d'approvisionnement pour mieux le servir. Alors aujourd'hui, je vous amène dans un chemin court qui est pour pouvoir encadrer nos cadres, nos travail pour meilleure équité. Je vous présente Sarah. Sarah a travaillé 5 km de son village remote pour vacciner son enfant de 9 mois. Après une attente de 2 heures, on l'a renvoyé à la maison. Il ne voulait pas ouvrir un flacon parce qu'il n'avait qu'un seul enfant, le sien. Alors, il ne fallait pas attendre des autres enfants pour être présents. Il ne fallait pas qu'il attende. Et c'est que c'est la munition, qu'est-ce que c'est d'ouvrir des flacons, plutôt l'extension et pour administrer chaque enfant malgré l'enfant, la quantité d'enfants qui soient là. Et si cette histoire on doit dessiner alors et suivre de façon que chaque enfant a l'opportunité d'être vacciné à temps. La prochaine, je veux que Mia a été une fonctionnaire administrative pour son district pour 5 ans. La chaîne d'approvisionnement l'a toujours intéressée, mais quand un fonctionnaire place a eu, parce que alors, on l'a découragé de prendre la position pour sécurité. Alors aussi, on a montré les données hier. Alors, mais s'il a été encouragé pour appliquer à cette fonction, et si son employé pense plutôt à la inclusion pour que toutes les personnes de tous les genres et capacités, et si les conditions de travail et les politiques étaient en place pour protéger les personnels, comme la sécurité, que l'endroit soit sécur et accessible. Et si l'histoire de Mia pourrait nous aider à faire une chaîne d'approvisionnement pour la participation des femmes et améliorer les personnels qui représentent la chaîne d'approvisionnement divers. Et moi, je vais vous présenter Can. Kenneth est un membre d'une communauté locale avec une minorité ethnique. Elle fait partie du comité qui fait la suivi de l'accès au vaccin. Malheureusement, la demande n'était pas assez, ce qu'on a reçu n'était pas assez. Et si Ken avait un canal de communication pour arranger que le stock soit assez. Ici, on pourrait permettre aux personnes de la communauté d'avoir une voie et une plateforme pour demander des services de haute qualité de la chaîne d'approvisionnement et donner les outils pour pouvoir participer et que leur voix puisse être faite, avoir des personnes responsables. Si les groupes qui marginalisent les groupes ethniques soient inclus dans ce processus de décision et quelle est la préférence des produits et les barrières pour avoir accès et on leur donnait une priorité à ces problèmes-là. Et ces 3 histoires sont 3 stratégies qui ont fait la route pour avoir la chaîne d'approvisionnement avec plus d'équité, avec une force et à élever les voix des clients. Ensemble, cela nous mène vers des services de tous les clients et services de santé, améliorer leur bien-être en donnant les produits corrects dans l'endroit correct et de la façon correcte au temps correct. Et mes autres 2 collègues vont rentrer plus dans les détails, mais je voulais simplement une vision globale de ce qu'il faut faire pour avoir une chaîne d'approvisionnement inclusive. Merci, Nicole. Alors, bonjour à tous. Merci pour être avec nous. Je vais partager un peu sur la guide de la chaîne d'approvisionnement et comment pouvoir faire une conception pour les communautés. Alors, comme Nicole a dit, la chaîne d'approvisionnement sont conçues pour différents
mais peut-être ne considèrent pas l'équité pour arriver à la couverture dans les communautés. Alors, on doit les concevoir, de répondre à ces populations qui n'ont pas assez d'immunisation, des parties rurales, mais aussi dans des parties urbaines et des parties engagées et des communautés qui sont des migrants transversales. Et ces processus guide pour aller dans les lignes. Il a été désigné pour faire que ceux qui prennent les décisions puissent voir ceux qui ont peu d'accès, spécialement à l'immunisation et la chaîne d'approvisionnement pour l'équité à ces processus. C'est identifier les populations qui ne sont pas assez approchées. Et là, c'est considérer les défis qui peuvent résulter des couvertures basses pour cette population. Et la troisième, c'est les stratégies de médication pour de faire face à ces défis. Et la quatrième, c'est identifier les métriques pour pouvoir évaluer les progrès dans cette chaîne. Et pendant que je vais partager avec vous, c'est centré spécifiquement, nous avons trouvé internement que ces guides peuvent s'employer en plusieurs contacts et on peut l'employer aussi pour des autres genres d'interventions. Le quatrième programme de guides sont aussi alignés aussi avec Gavi et pour identifier aussi les points 1 et 2 et les 3 et les 4. Et alors, il y a un document interactif et je vais passer très vite sur les outils qui sont disponibles. Alors, dans les points 1 du guide, qui c'est décrit la population identifiée et décrite et aussi avec les épidémies. Et alors, le point 2 du guide, c'est pour employer les défis qui sont importants pour la population spécifique et identifier la liste compréhensive. Pour faire, par exemple, on peut faire clic la partie en bas et pour les services d'immunisation. Et quand ça fait, chaque défi a une page, les stratégies potentielles pour améliorer. Et qui amène au 3, que c'est les stratégies de mitigation et les défis pour identifier les pas préalables. Pour quelques-unes de mes stratégies de mitigation, pour les coûts, pour avoir des services et les personnes qui doivent voyager de loin, les heures et les services pour les frontières, par exemple. Et pour le point 4, c'est choisir les indicateurs pour améliorer l'équité dans chaque cas. Et chaque cas, on peut voir vite qu'on peut voir une page associée avec les détails des indicateurs de comment faire les mesurements. Alors, là maintenant, les prochaines, avec les guides, c'est ce que nous faisons actif maintenant, c'est mettre à jour ces guides qui a été créé il y a quelques années pour inclure plus de choses, pour donner les réponses à la chaîne d'approvisionnement et qu'on donne ce support. Et ce qui n'est pas beaucoup dans les guides avant. Et aussi dans 4 pays, on va l'appliquer dans les prochaines années avec les gouvernements, on va implémenter les gouvernements dans 2 situations géographiques. Et aussi la République de Congo. Et là aussi, va déployer les guides dans les provinces, anciennes provinces, une partie rurale avec 32 000 enfants. Il a beaucoup de, c'est limité, pas d'accès aux communications, 300 km de la facilité. Et à Côte d'Ivoire, nous allons l'industrie près d'Abidjan, une partie rurale où il y a la construction, expansion et déplacement à laisser les communautés avec accès aux convénients pour des services de santé. Nous aimerions voir comment ça va aller avec ces services dans les environnements ruraux pour voir les processus. On va documenter notre expérience et nos trouvailles. Et ça conclut l'information sur les guides. S'il vous plaît, contactez-moi après la session pour obtenir plus d'informations. Merci. Émilie? C'est sur le travail qu'on a fait au Ghana. Nous avons une session de posters
qui contient cette information. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, nous allons voir la planification des services et cette présentation focalise sur la collaboration avec les leaders de santé au niveau distrital pour le développement des interventions pour améliorer la couverture vaccinale du COVID au Ghana. Comment aider les personnes et les mettre au centre? Au moment du travail, Ghana, nous voulions comprendre pourquoi la couverture vaccinale était très faible. On a voulu travailler dans un district urbain pour explorer comment surmonter les barrières. Nous avons décidé d'utiliser des outils basés sur de conception où on mettait les personnes au centre pour répondre à leurs besoins, pour réduire les barrières du comportement sociaux. Nous avons décidé d'inclure XCD dans les processus et c'est parce que c'est un point d'entrée pour l'engagement, pour développer des solutions, pour éviter les barrières, pour travailler dans les communautés. Pourquoi les projets doivent considérer une approche vers les bas et pas l'inverse. Nous travaillons avec les communautés pour la conception des interventions et stratégies pour aider à fournir ces services. Ce qu'on a fait, on a préparé une formation de 4 jours avec 2 niveaux. Les niveaux de la planification pour les services de santé. C'est un processus complexe. Nos travailleurs de santé, on doit les rappeler de comment faire certaines choses s'ils ne sont pas à l'aise avec un processus vers les hauts. On a travaillé sur le processus pendant 2 jours. On les a guidés pour les processus et ça a été la phase les premiers niveaux et pour les 12e niveaux, on a invité la communauté pour participer, pour identifier les barrières. On a pu préparer ou discuter les solutions ensemble. Les travailleurs de santé qui avaient reçu la formation ont eu l'opportunité de pratiquer après ce qu'ils avaient appris avec les communautés. Dans la formation, les personnes ont aidé à faire une carte. C'est un bon outil créé par l'UNICEF. Vous les voyez ici à gauche. On a vu la cartographie et les barrières. Les participants ont identifié les défis et les opportunités pour les actions pour l'implémentation des services du vaccin contre le COVID-19. On a fait des ateliers et durant ces sessions et après les sessions, on a eu des discussions avec les membres de la communauté pour l'analyse des données. Maintenant, je vais partager les perceptions communautaires après leur participation dans les processus. Nous voulions analyser la perspective communautaire. Ils ont dit qu'il était important de comprendre le processus de vaccination. On pense souvent de
membres de la communauté et de leur perspective pour construire cette empathie. Et on a écouté de ces membres de la communauté qu'ils ont vraiment appris qu'il était important d'aider aux autres à participer dans tous les processus pour pouvoir vraiment créer un sens d'empathie vers les travailleurs de santé, reconnaissant le travail qu'ils font. Les membres de la communauté ont vu cela comme une opportunité pour donner des informations aux travailleurs de la santé. La communication sur les barrières était clé. Nous avons demandé aux membres de la communauté sur l'utilisation des outils HCD et c'était un peu difficile d'utiliser certains outils, mais les membres de la communauté ont compris que l'immunisation était centrée sur une approche plus équitable. La perspective des travailleurs de la santé. HCD, c'était un concept nouvel. Et l'immunisation, on le voit maintenant, on le fait à Ghana. On a pu incorporer HCV dans divers processus pour améliorer la planification et l'implémentation des services. Il y a diverses façons de contribuer pour améliorer la planification. Je ne vous donne pas les détails en ce moment parce qu'il y a trop d'informations. On a appris que les travailleurs de la santé peuvent utiliser les outils HCD pour la planification et on a appris que les travailleurs de santé ont considéré approprié l'implémentation et l'utilisation d'informations pour éliminer, par exemple, les barrières financières. Avec les outils centrés sur les personnes, ils pourraient les intégrer pour les discussions en cours. Ils ont recommandé de continuer à l'utiliser pour des autres programmes qui étaient en cours. Ici, un aperçu d'un questionnaire pour les travailleurs de la santé. 100% des participants étaient confortables utilisant HCD dans leur processus. Une grande quantité de personnes ont considéré que cette utilisation donnerait comme résultat l'utilisation de l'augmentation de vaccins. La communauté a pu aider pour la création des programmes. On a vu des actions pour améliorer les vaccins contre la COVID-19 pour implémentation pendant les prochaines 8 semaines. Durant cette période, le Ghana a lancé une campagne au niveau distrital avec une couverture de plus de 90%. Ça a été vraiment différent en comparaison avec les niveaux qu'ils avaient atteints auparavant. On a réalisé des suivis avec les travailleurs après les implémentations des plans d'action pour évaluer les processus. La majorité ont indiqué que les résultats étaient positifs et ils continuaient à garder les contacts avec les personnes après les interventions. La participation communautaire a augmenté, la planification stratégique a amélioré et l'implémentation des approches ont changé. Les communautés
ils ont pu avoir accès aux autres communautés. Ils étaient considérés positifs l'intégration de ce type d'approche et la relation avec les communautés a pu renforcer la compétence des personnes pour l'offre de services. Merci. Nous avons deux volontaires en arrière. Donc, si vous voulez poser des questions, ces volontaires vont vous donner les micros. Oui, ici, par ici. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Le design centré sur la personne est quelque chose de nouveau. Gavi, UNICEF et tous les collègues l'ont mentionné et c'est un bon point d'entrée. Les programmes basés sur les personnes pour les services pourraient offrir des services communautaires. Je me demande si vous aviez l'expérience utilisant HCD pour inclure la participation communautaire et pour augmenter aussi la participation des diverses générations. Nous devons apprendre de cela. Et une question pour, je ne me souviens pas les noms, et les guides pour la chaîne d'approvisionnement. Je m'excuse, j'ai oublié les noms. Je pense que c'est très, très intéressant et je ne connaissais pas cela. Je suis contente d'être ici à Technique pour apprendre sur l'innovation et les guides. Dans quelle mesure nous pourrons, par exemple, faciliter l'utilisation de ce guide? Nous avons quelques défis concernant la chaîne d'approvisionnement et si nous avons quelque chose comme ça, comme cela, peut-être que nous pourrons trouver des solutions. Tout est dans les guides, mais au niveau des pays, ça pourrait être plus compliqué pour les ministres de santé, les managers, pour comprendre les contenus du guide. Est-ce que nous pouvons numériser cette information pour la prise de décision, pour que ce soit pas seulement un outil technique, mais aussi pour que ce soit utilisé pour les décideurs. J'étais un peu en retard, mais j'ai bien aimé votre présentation et la façon dont vous avez disposé l'information à l'écran. Ici, on a utilisé le processus HCD pour vraiment focaliser sur la participation communautaire et pour renforcer ces activités. Nous avons pu aussi développer l'information voyant les barrières concernant les demandes pour l'immunisation. Ils ont priorisé de façon collective ce qu'ils voulaient focaliser. Ils ont décidé aussi sur des actions directes pour répondre à ces barrières, incluant chaque installation à focaliser sur 4 ou 5 activités utilisant les membres de la communauté comme des champions pour mobiliser la participation communautaire, focalisant sur, par exemple, des préoccupations spécifiques dans la communauté concernant la luminisation.
des préoccupations sur des rumeurs, des informations erronées sur les vaccins du COVID. Ils avaient des stratégies spécifiques pour les communautés, pour la mobilisation, et ils ont inclus la communauté. Et de cette façon, vous avez déjà été en contact avec les communautés. Donc, pour les plans d'implémentation, les membres de la communauté disaient souvent, par exemple, comment est-ce que ça va avec la planification communautaire, et ce type de questions a pu aider pour renforcer la relation entre les spécialistes et la communauté. Merci pour la question. La question sur la numérisation de ces éléments, c'est intéressant. Il est important de voir comment ça va être utilisé par différentes personnes. Maintenant, nous travaillons avec les bureaux des pays qui focalisent le partenariat pour l'offrir. Et mon offre serait la numérisation pour pouvoir l'utiliser, et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous voyons souvent lors de ce type de travail que nous devons identifier des barrières. Nous identifions souvent des barrières qui nous aident à pouvoir avoir une meilleure conception du programme. Nous voulons avoir un autre type d'application pour une participation plus effective. Merci. Il y a une question là-bas. Mon nom est Edouard, je viens de l'UNICEF. La question sur les guides. Dans quelle mesure le guide va être utilisé au niveau communautaire, au niveau d'offre de services et au niveau national? C'est un sujet important pour les fournisseurs. J'aimerais voir comment ça va être utilisé, comment est-ce que ça va être utile pour les pays. C'est une bonne question. Couramment, nous sommes en train de faire les tests au niveau sous-national, et quand nous avons parlé avec CPI à Côte d'Ivoire, ils voulaient faire une évaluation utilisant le guide. Et j'ai dit, bonne idée, mais on n'a pas les fonds pour ça. On a commencé donc à travailler avec certaines communautés, et dépendant des résultats, nous allons essayer peut-être de le faire au niveau national. On travaille maintenant au niveau sous-national, choisissant de certaines zones, et nous travaillons avec eux pour voir où il y a plus de préoccupations. Et avec les données que vous avez, est-ce que vous avez beaucoup de défis pour les lieux où il n'y a pas d'équité? C'est là que nous allons commencer, et après nous allons considérer l'utilisation au niveau national, mais on n'est pas là encore. Nous attendons des autres questions des participants. Nicole, j'ai une question pour toi. Pour avoir une équité de la chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'une des mesures à prendre serait le développement de la théorie d'échange pour penser d'une façon critique sur les politiques, les pratiques et les autres choses dans ce sens pour avoir une chaîne d'approvisionnement équitable. Il faut continuer les conversations. Nous aurons une discussion virtuelle. On vous invite à regarder la page
IAP pour écouter des personnes qui sont en train de travailler. Il y a beaucoup d'informations disponibles. Il y a des personnes qui travaillent pour avoir une chaîne d'approvisionnement et qui soit dirigée vers une équité et qui fait attention au thème de genre. Il faut voir nos objectifs, les résultats désirés, pas seulement pour la chaîne d'approvisionnement et concernant aussi la planification familiale. Merci, Nicole. Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Combien travaillent avec chaîne d'approvisionnement dans vos travail? Oui, une bonne quantité. On espère que cette discussion est pertinente pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose à partager, des bons exemples pour en discuter sur la chaîne d'approvisionnement de vos travail? Bon, Dorothy est en train de me regarder. Regardez, ça me fait peur. Moi, je suis une spécialiste de santé au bureau du Nord d'Afrique, spécialiste de l'UNICEF, et je travaille dans l'unité de santé. Moi, je dirais la conception de la chaîne d'approvisionnement. Il n'y a pas rien de nouveau. Il y a les vaccins, il y a les personnes, il y a des personnes qui ont besoin du vaccin. Les tests, les personnes qui vont vacciner et les personnes qui ont besoin du vaccin sont déjà là. Comment offrir les services aux clients, aux personnes, aux mères? Tout le monde doit obtenir les services. Dans ce contexte, les solutions sont déjà là. Est-ce que vous considérez chaque personne, chaque mère, aider chaque mère, chaque enfant avec les vaccins? Il y a des lieux où il n'y a pas d'accès et il y a des difficultés dans certains contextes. La planification est importante. La micro-planification, si vous parlez de cela, il faut avoir l'information des bases pour voir où sont les centres de stockage et où est en train de faire la collecte du vaccin. Et quel est le numéro de clients qui va recevoir les vaccins. Et c'est la partie intégrante du programme de vaccination. Quand je travaillais pour la formation avec les étudiants, durant la formation, c'était les choses sur lesquelles je focalisais. Vous avez la géographie, vous avez un contexte, vous avez la technologie, vous avez des équipements, mais les choses sont pareilles. On a plus d'outils, plus d'équipements et on devait pouvoir aider plus des enfants en comparaison avec il y a 20 ans. Et pourquoi nous avons des nouvelles terminologies? Parce qu'on n'est pas en train de faire les choses de base. Les choses de base et la vaccination des enfants. Comment aider chaque client, chaque enfant avec la vaccination? Merci. Il y avait une question en français.
Et j'aimerais traduire ça. Je ne sais pas si nous pouvons les faire ou attendre pour les interactions. Une question en français. Une collègue d'Haïti a dit que c'est une bonne expérience ici, la chaîne d'approvisionnement. Mais comment nous savons qu'aujourd'hui, dans divers contextes où il y a des difficultés de sécurité, comment cette approche que vous proposez peut se mettre en place pour résoudre les problèmes et les défis de la chaîne d'approvisionnement? Est-ce que vous avez des exemples concrets? C'était la question. Elisa, veux-tu y répondre? Bon, je pense que la conception basée sur la personne, et moi j'utilisais les outils aussi, et moi je dirais que ça peut s'appliquer à n'importe quel contexte. Ce sont des outils qui vous aident à penser sur vos besoins et vos barrières et vos contextes. Même dans les contextes où il y a des difficultés, vous pouvez utiliser ces outils pour identifier quelles sont les barrières, quelles sont les actions que vous pouvez mener, comment vous pouvez travailler, parce que dans des situations de conflit, il y a des autres barrières et c'est impossible de fonctionner, mais peut-être qu'il y a des autres barrières comme manque de ressources, vous pouvez considérer les priorités et je pense que ce sont des outils qui peuvent s'utiliser dans n'importe quel contexte. J'encourage l'utilisation de ces outils parce que quand on travaille avec ces populations, il est important de voir aussi les communautés qui travaillent dans les zones qui sont en crise. Il faut bien comprendre les défis et on a fait ça en travaillant à Moldova et en travaillant avec les réfugiés de l'Ukraine et parmi d'autres populations aussi, comprenant la situation particulière, il était important. Quand je travaillais en Éthiopie, dans les camps, des champs de réfugiés, ils ont opéré de façon indépendante. On a fait la micro-planification pour aider la population, mais les travailleurs de santé ne pouvaient pas entrer. Donc, on a désigné des formations pour travailler avec les staffs, les personnels qui travaillaient dans les communautés. J'encourage l'utilisation de ces outils dans n'importe quel contexte. J'aimerais ajouter aussi qu'il y a une composante du guide qui, sur les défis de l'utilisation de la chaîne d'approvisionnement dans les contextes en crise. Il y a des indicateurs qui peuvent s'utiliser pour ce type de scénario. Il y a une partie du guide qui nous montre comment travailler dans ces contextes. Nous avons une autre commentaire, des idées sur l'équité de la chaîne d'approvisionnement pour offrir les vaccins aux enfants n'importe où ils se trouvent. Je pense que les processus de documenter la situation du pays concernant les contextes, ce soit isolé dans les zones rurales, comment aller là-bas, nous parlons des personnes nomades, personnes difficiles d'accéder. Il faut bien comprendre les contextes de la population cible. Là, nous pourrions voir au niveau pays la disponibilité des services de santé. Ça ne correspond pas aux besoins de la population. C'est la première chose. Et je crois que la conception est un point critique
pour voir jusqu'à quel point la population est capable de faire l'effort de marcher 3 kilomètres pour amener les bébés à la facilité de santé. Et peut-être un autre point, mais qui est très important pour moi, la reconception de la chaîne d'approvisionnement pour l'équité, et c'est que d'aller plus loin que la santé. Vous avez mentionné, par exemple, sur les conflits, les secteurs de conflits et les stratégies. Et il faut travailler avec les agences humanitaires, il faut travailler avec des personnes qui habitent déjà là-bas. Là. Il faut vraiment étendre l'association avec des autres pour être sûr qu'on puisse avoir cet approvisionnement de la vaccine. Et une autre partie qui est importante, comme vous avez mentionné, l'engagement des travailleurs de la communauté ou la communauté elle-même, mais aussi le secteur privé. Le secteur privé est très important. Dans certains cas, il peut être à quel point vous employez toutes les opportunités de façon, nous avons des exemples comme celle-ci, parce qu'il y a des pays en voie de développement qui apprennent les FPP. Et c'était pas quelque chose de clair. Je crois que les centres, je crois que c'est peut-être il faut vulgariser, améliorer et équiper les pays sur cela, parce que peut-être c'est quelque chose d'abstrait, mais peut-être nous devons donner le meilleur support au pays en employant cela comme un outil pour vraiment donner forme à la chaîne, des systèmes de chaîne d'approvisionnement. Merci. Simplement pour conclure, et je voudrais que chaque représentant ait 1 minute, comment on met cela de l'abstrait et qu'est-ce qu'il faut manque encore et qu'est-ce que vous voulez comme message pour que les personnes partent. Alors, comment je le mets sous l'abstract? Je crois que simplement en pensant des exemples pratiques, comme nous sommes déjà en train de travailler sur l'équité des genres et la chaîne d'approvisionnement inclusif, et nous avons donné des exemples, et même si nous n'avons pas des outils, mais simplement demander la question correcte et assurer que nous sommes inclusifs pour toute la population quand nous faisons la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que quand on pense vraiment à la population, les migrants ou n'importe quoi qui puisse arriver dans des conflits pour augmenter la population et essayer d'être aussi inclusif quand on fait notre planification. Moi, je voudrais parler vite vos commentaires sur les stratégies de la chaîne d'approvisionnement et sa dernière mille. La présentation aujourd'hui était plus sur la partie théorique, sur les guides, mais c'est une bonne opportunité pour parler des autres sessions des prochains jours. Et je vais parler un peu cet après-midi sur l'idée de la partie de la fraction et comme organisation. Et nous avons fait quelques recherches pour comprendre les pays où les agents de santé et là des implications pour l'équité et sont déjà dans la communauté avec les personnes et font ces points pour la dernière mille de la chaîne d'approvisionnement pour arriver à cette communauté lointaine. Une chose que nous explorons. Et aussi, vous avez mentionné les secteurs privés. Et là, nous avons commencé à penser de comment arriver les différentes stratégies pour l'équité et pour la chaîne d'approvisionnement et travailler avec les secteurs privés en employant des drones pour délivrer dans des endroits difficiles à arriver. Et nous pensons tangiblement comment nous pouvons mettre cette équité dans la chaîne d'approvisionnement et pas seulement en parler. Alors, mais nous allons des autres dialogues ces jours-ci. Moi, je crois que les choses les plus importantes, mais pas pour tous, mais simplement ça coûte plus.
de donner un service équitable, point. Et cela doit être quelque chose qui est vraiment reconnu et embrassé, parce que cela va coûter plus d'argent d'arriver des enfants éloignés que les autres 80%. Et il faut faire des plaidoyers, il faut penser quelles sont les solutions que nous allons investir pour pouvoir faire cela. Et une des solutions que vraiment je crois que c'est vraiment construire les capacités de notre force de travail au plan le plus bas, au service de la, et aussi pour la livraison, pour connecter, pour avoir des solutions à bas coût. Et je crois qu'il a plus essayé d'échelonner ça. Et vraiment, et moi, vraiment, nous espérons que quand nous pensons sur la dernière mille pour l'équité, nous pensons aussi, nous pensons beaucoup sur le secteur urbain, où il y a beaucoup de concentration et ça vraiment, ça peut arriver à cette population, c'est attrayant, mais les enfants qui sont loin, que ça va prendre beaucoup d'efforts pour cet enfant, mais ils sont également importants. Merci. Merci à vous tous. Des applaudissements pour notre équipe. Maintenant, Definitivamente no queremos pour le déjeuner, alejarlos c'est le del temps pour le almuerzo, así que el déjeuner à almuerzo está listo allá l'extérieur. afuera. Merci. Procedan. Bon appétit.